Dans cette vidéo que j'ai enregistrée sur Mac, donc le son n'est pas terrible et l'écran est un peu petit, je m'en excuse d'avance. Je vais vous parler du protocole HTTP au travers du navigateur qui est l'utilisateur le plus courant, mais aussi à d'autres clients qui utilisent le protocole HTTP. Donc, dans le but de mieux comprendre ce qui se passe sous le capot lorsque vous allez sur une page et pourquoi vous faites des requêtes Ajax et des requêtes curl côté serveur. Alors là, je suis sur un site euh, habituel, donc WordPress, et donc dans le network, dans l'onglet network des DevTools, si je rafraîchis, je vois qu'il y a pas mal de requêtes. Alors j'ai filtré sur les HCHR, je vais mettre all, comme ça j'ai tout. Qu'est-ce que c'est que ça m'envoie tout ce qui est téléchargé depuis le serveur vers le navigateur. Il y a plein d'éléments. Et regardez si je clique sur le premier, donc l'initiation, la requête. Donc la requête, c'est initié par le navigateur. Ben, c'est le demandeur, quoi, le client, hein. Et suite à cette requête qui est envoyée du client vers le serveur répond avec une réponse. C'est pour ça que lorsque vous travaillez avec des frameworks comme Node.js, Symfony, vous voyez qu'il y a des objets request et des objets response et que souvent dans le request, on va essayer de trouver ce qu'il y a dans le formulaire. Et pour la réponse, ben, en fait, c'est à la fin d'un contrôleur, on envoie une réponse. Ben voilà, c'est le response, c'est l'objet qui contient tout ce que le serveur va envoyer vers le client. Attention, on n'envoie pas des objets, hein, on voit ce qui s'envoie, ce sont du texte, hein, pur et dur, donc du HTML qui est du texte aussi. Donc c'est ça qui est envoyé. Le, les requêtes et réponses, en fait, c'est ce qui gouverne la vie d'une application web. C'est fait de requêtes et de réponses ad vitam aeternam, hein. Donc là, j'ai ma première requête qui demande simplement d'atteindre cette URL. Et je remarque qu'il y a plein d'autres choses qui suivent. Alors, ce qui est initié, en fait, c'est la requête initiale pour demander une page web. Et cette page web, en fait, cette page HTML contient du code. Il contient des balises images, il contient des balises CSS, des balises JavaScript. Mais sachez que à cette même première requête, il n'y a que la page HTML. Il n'y a pas de JavaScript ni d'image qui est téléchargée. Par contre, la page HTML contient des références vers ces ressources qu'on appelle des ressources statiques. Et c'est lorsque le navigateur a une fois reçu l'intégralité de la page HTML que va être initié le reste des requêtes pour chercher les images, les JavaScript, le CSS. C'est pour ça que tout ça, ça vient après. Ok, on a des images, des polices, du JavaScript, etc. Mais la toute première requête consiste à télécharger la page HTML qui est générée par le serveur dans sa réponse. Et une fois que cette page HTML arrive sur le navigateur va la travailler et il va regarder qu'est-ce que je dois télécharger dans un deuxième temps. La requête, enfin la réponse, hein, du serveur contient des headers, des entêtes. Et en fait, euh, le, le header, ce sont des métadonnées qui sont envoyées entre le serveur et le client dans les deux sens. Ces informations ne sont pas visibles dans cette partie de la page web. Ça, c'est ce que l'utilisateur lambda voit. Ça fait partie du body. C'est pour ça que dans votre page HTML, vous avez le tag body et tout ce qui est à l'intérieur, c'est visible. Par contre, dans la balise head, c'est invisible. C'est pas destiné à l'utilisateur, c'est destiné à la machine. Donc votre navigateur ici demande au serveur de lui envoyer des informations. Et lorsque tout est téléchargé, c'est la fin. Vous voyez ici, vous n'avez pas de téléchargement. Le téléchargement s'est arrêté. Comme si rien ne va se passer. Donc,
C'est comme ça que fonctionne le HTTP. On initie une requête, on télécharge et on stoppe. Il y a 20 ans, quand il y avait les pages HTML statiques, c'est toujours comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, avec l'introduction du JavaScript, eh bien, comme on a des interfaces qui sont interactives, sur cette même page, une fois que tout est chargé, et on peut avoir encore des communications entre le serveur et le client sans quitter cette page. Et souvent, c'est avec des requêtes Ajax que ça se fait. C'est-à-dire, on fait des microtransactions entre le serveur et le client. Ce qu'il faut savoir, c'est que le navigateur n'est qu'une façade. Ce que vous voyez ici, c'est un peu l'interface, le tableau de bord de la voiture. Tout ce qui est sous le capot, vous ne le voyez pas. Aussi bien que, enfin, le navigateur n'est pas le seul item qui peut interagir avec un serveur web. Le même serveur web, c'est-à-dire qui est derrière ce WordPress.org, peut être atteint de plusieurs autres façons. La première façon, c'est par exemple de faire une application mobile Android ou iOS. Et vous voyez bien que en iOS, on va coder l'interface pas en HTML, mais de façon différente. Mais pourtant, c'est une application qui va aller sur un site web va vous présenter les mêmes informations à peu près. Pourquoi? Parce que cette application va communiquer avec ce même site web et pas dans n'importe quel protocole, c'est toujours le protocole HTTP. Donc on parle le même langage. Sauf que l'interface est différente, mais les données en elles-mêmes, le contenu, le fond, ben c'est la même chose. Et quand on a souvent des applications iOS ou Android, ces applications se connectent avec à un web service. Un web service, c'est quoi? Un web service, c'est une application web dont on a enlevé l'interface graphique qui est là et seulement circulent des données. Il n'y a pas besoin d'image, pas de CSS parce qu'on ne s'intéresse qu'à la donnée. On voit bien qu'ici, qu'entre l'application iOS, Android et le site web, en fait, seule l'interface change, mais les données qui circulent sont les mêmes. Et c'est toute la force du web service, c'est que comme les données sont les mêmes, elles ne sont pas dépendantes de l'interface, eh bien, on va pouvoir faire une seule fois le back-office, le back-end, pardon, et les clients, les programmes comme on veut. Et des fois, il n'y a même plus de clients graphiques. Si vous voulez prendre un programme comme Postman qui sert à tester votre web service, lui, il ne fait que envoyer des objets JSON et des headers. Les objets JSON, ce sont dans le body. Okay, le body, on dit que c'est les données actuelles. Le Postman, lui, c'est ce qu'on appelle un headless browser, c'est-à-dire sans tête. C'est-à-dire que là, on voit rien en fait. Mais il matérialise quand même les informations qui circulent. Pourquoi on utilise Postman? Parce que c'est pour simuler vos requêtes Ajax. Vous n'avez pas besoin de coder le fetch, tout ça. Tout est dans l'interface de Postman qui va pouvoir envoyer des requêtes get, des requêtes post, des requêtes put, des requêtes delete et autre chose encore depuis une console. Et elle est pratique pour tester l'Ajax puisque vous voyez les données. C'est comme si vous voyez à travers un rayon X, hein, c'est pas caché par une interface graphique. Il y a un concurrent qui s'appelle Insomnia qui est de plus en plus utilisé aussi. Alors ce qui circule entre le serveur, enfin les paquets IP en fait qui contiennent dans le protocole HTTP, et bien chaque fois il y a un header et un body. Quand vous envoyez une image, téléchargez un fichier, un PDF, ben, il y a un header. Mais ce header contient des métadonnées qui disent au client, c'est-à-dire au navigateur, qu'est-ce qu'il va recevoir. Par exemple, imaginez que vous programmez un lien pour télécharger un PDF.
En fait, le navigateur, il ne sait pas lire le PDF, il va le télécharger et l'enregistrer sur le disque dur. Mais qu'est-ce qu'il va lui dire que c'est un PDF? Ça peut être une image JPEG avec une extension PDF. Non, là, j'exagère, mais le PDF est un fichier binaire. En fait, si on ne dit rien, le serveur ne va pas savoir l'envoyer et puis le client ne va pas savoir que c'est un PDF. En fait, c'est grâce à la propriété content type qui est contenue dans le header qui nous permet de dire qu'est-ce qu'on va recevoir. Par exemple, ici, euh, là, je vais prendre une image par exemple. La réponse du serveur dit content type image PNG. Si je suis sur une police content type application font WOF2. Si j'ai autre chose, du JS, non, là ça n'a pas marché. Ici, content type, texte, JavaScript. Donc en faisant ça, le navigateur saura, il est prévenu de qu'est-ce qu'il va recevoir. Et ça c'est important puisque lorsque vous faites de l'Ajax, le serveur va vous envoyer du JSON et votre navigateur doit savoir que c'est du JSON en fait. Hein. Si vous ne dites pas que c'est du JSON, le navigateur ne va pas savoir l'interpréter. Le header est beaucoup plus intéressant que le body pour un développeur. Le body, c'est que du... Enfin, tout le monde sait le faire, hein, un intégrateur web sait le faire. Mais pour travailler avec le header, c'est plutôt un développeur. Le développeur doit savoir lire les informations pour débugger son application ou alors construire des applications tout simplement. Quand on envoyait du JSON, quand on envoyait une réponse HTTP, par exemple, là j'ai souvent que du 200, ça veut dire que ça se passe très bien. Par contre, ici c'est rouge là. Et là j'ai j'ai même pas de réponse HTTP, c'est totalement perdu. Et aussi, il y a vraiment des problèmes de cross-origin, par exemple. Là, cross-origin, il y a des soucis lorsqu'on fait des requêtes Ajax, on tombe souvent devant ce problème de cross-origin. Ça veut dire que la requête Ajax si elle ne vient pas du même domaine, on peut la bloquer. Et ça, c'est quand on a un problème comme ça, la résolution se fait côté serveur, jamais côté client. J'ai parfois, au tout début, cherché beaucoup sur le client, mais en fait, tout se règle au niveau du serveur. Je ne m'étends pas sur toutes les informations que vous pouvez trouver, c'est vraiment très riche et on peut avoir pas mal d'informations. Par exemple ici que l'access control là origine, oui, là on peut faire du cross origin. Voilà, c'est vraiment c'est assez vaste, hein. Je ne vais pas vous expliquer tout ça. Et pour finir avec la communication HTTP, euh, les machines entre elles peuvent discuter en protocole HTTP également, parce que les machines peuvent s'échanger des informations. Là, on est plutôt dans le domaine du back-end. Par exemple, ceux qui font du PHP connaissent bien le curl. Curl, c'est une bibliothèque qui permet de faire des appels réseau. Curl vous permet de simuler le FTP, le HTTP. Et il utilise aussi la notion de header et de body. Il sait gérer les cookies. Donc c'est une librairie très puissante. Et pourtant, c'est de machine, de serveur à serveur. Là, le client n'est même pas obligé d'exister. Et pourtant, tout ça, ça se communique dans ce protocole-là. Je voudrais finir sur les formulaires en particulier, puisque les formulaires, c'est le choix idéal d'interaction en machine, mais aussi de client à serveur. Lorsque vous soumettez un formulaire, ben, vous allez envoyer une requête HTTP et avec la méthode POST en fait. Et, donc vous, vous envoyez des informations et ces informations sont embarquées. Hein, alors c'est un peu compliqué, mais c'est embarqué dans une enveloppe et c'est envoyé au serveur.
lorsque vous êtes sur le serveur, vous allez recueillir ce formulaire, vous allez le dépacter, hein, en fait, regarder dans cet objet request, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc je vois certaines personnes ont du mal des fois à imaginer cette interaction homme-machine. Il faut bien savoir décomposer en plusieurs étapes. Déjà, il faut savoir faire le distinguo entre le serveur, le domaine du serveur et le domaine du client et avoir une meilleure décomposition des différentes étapes qui amènent le clic du bouton des formulaires jusqu'au serveur qui va décomposer toutes les informations qui ont été envoyées. Parce qu'une fois que vous avez vraiment bien compris comment marche une requête HTTP, vous allez pouvoir simuler l'envoi d'un formulaire avec de l'Ajax. Et donc Ajax serait entre client et le serveur, mais vous pourrez aussi envoyer de serveur à serveur des formulaires. Et c'est ce qu'on fait en PHP avec la librairie curl. Le curl vous permet de simuler une enveloppe de données envoyées avec la méthode post et dans lesquelles on a des inputs en fait. Donc tout se tient. Si vous comprenez vraiment le dénominateur commun, c'est-à-dire la théorie de la communication HTTP, vous saurez comment fonctionne le curl, l'Ajax et d'autres systèmes comme les sockets en fait. Donc, la moralité de l'histoire, c'est vraiment d'avoir une bonne compréhension théorique de ce qui se passe dans le protocole HTTP et ne pas vous contenter d'appliquer des recettes, ce qui peut faire un peu peur, mais ça peut, si vous n'approfondissez pas vos connaissances dans le protocole HTTP, ben, vous n'allez pas pouvoir apprendre de nouvelles choses hein, lorsque vous allez attaquer les sockets ou les envois de formulaires via la librairie curl ou le Postman même, même Postman. Hein. Donc il faut avoir une bonne compréhension, savoir comment les cookies sont stockés afin de pouvoir le faire la même chose avec curl ou Postman parce que Postman et curl sont capables de stocker, de créer des cookies comme un vrai navigateur. Et ça, ce fonctionnement est à la base des systèmes automatisés qui vont soumettre des données ou même faire des attaques hein, sur des sites web.